Le grand dialogue. Sigika Foba. Edewani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Mauli. Chenni Beri Sigika Foba. Le grand dialogue. Troisième report du procès Sanogo. Les assises qui devaient reprendre lundi dernier ont finalement été renvoyées au mercredi prochain 7 décembre, donc demain. Les raisons évoquées par la Cour et le manque de certains témoins à la barre. Auditeurs, téléspectateurs, bienvenue au grand dialogue du jour consacré, vous l'aurez compris, au procès dit procès Sanogo avec ce nouveau report. Comment expliquer ces différents reports depuis une semaine que le procès a démarré? Le procès Sanogo a-t-il été bien préparé? N'a-t-on pas l'impression que les autorités judiciaires ont peur de ce procès? Quand est-ce que les assises pourront finalement démarrer? Nous répondrons à ces quelques questions et à bien d'autres avec nos invités qui sont Dramane Diarra, il est magistrat, juge d'instruction, Maître Mokhtar Mariko, avocat des victimes et président de l'Association malienne des droits de l'homme, Maître Abdraman Ben Mamata Touré, avocat de l'un des accusés, le capitaine Konaré en l'occurrence, Ali Kola Koita, le professeur d'université, juriste. Je suis Ousmane Diadje Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Salim Diouara. Le grand dialogue. Le procès Sanogo est censé avoir débuté à Sikasso depuis une semaine déjà. De report en report, l'on arrive à se poser des questions sur la tenue réelle de ces assises. Un premier report de 2 jours a été accordé par la Cour à la demande de la défense dès l'ouverture du procès le mercredi dernier. Vendredi 2 décembre, ce sont les avocats de la défense et ceux de la partie civile qui ont refusé d'entrer dans la salle d'audience. Motif, cette interdiction d'entrer dans la salle avec leur smartphone qui, selon eux, fait partie des instruments de travail. Reporté par la Cour donc demain, on peut dire que les assises n'ont toujours pas démarré. Cette fois-ci, pour faute de témoins à la barre, c'était le dernier report. Dramane Diarra, vous êtes magistrat. Est-ce que déjà, il est normal qu'il y ait autant de reports dans des assises comme cela? Merci beaucoup, M. Touré. Nous pouvons répondre par l'affirmative que dans un procès, et surtout une session de cour d'assises, qu'il puisse y avoir tant de reports. Parce que la cour d'assises, c'est quoi? C'est une matière... Il y a une réglementation très stricte en matière de cour d'assises. Et tous les sujets sont matière à débat. Donc c'est vraiment transparent. Et sur n'importe quel sujet, il peut y avoir... les parties peuvent faire des contestations. Et la Cour est amenée à chaque fois à trancher. Donc ces questions peuvent porter aussi bien sur la forme que sur le fond. Donc pour l'instant, on n'est même pas dans le fond d'abord. Et donc ça, c'est le propre même de la matière de cour d'assises. Mais dans ce genre de procès, est-ce qu'il ne fallait pas discuter justement de la forme avant d'aller justement au procès, aux assises? Non, non. La forme fait partie intégrante du procès en tant que tel. Donc, vous allez voir, il y a des sujets qui n'ont pas été abordés encore. Les gens pensent, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, que dès mercredi, donc demain, on pourrait voir déjà les débats engagés dans le fond. Mais je peux parier là-dessus que ce ne serait pas le cas. Et vous verrez d'autres exceptions, d'autres aspects qui ont trait à la pure forme. D'accord, merci. Ali Kola Koita, vous êtes professeur d'université juriste. Est-ce qu'il faut s'attendre justement à un report demain également? Bien sûr que oui. Je dis d'abord bonsoir à Studio Tamani et à nos téléspectateurs. Donc c'est pour vous dire que je rejoins l'avis de mon très cher ami M. Diarra. Et les reports se justifient parce que nous avons constaté que le premier jour, la défense avait demandé un premier report. Et le motif se justifiait par le fait que les avocats de la défense n'ont pas eu le temps nécessaire de consulter leurs clients, qui sont venus un peu tard dans la nuit, et que les clients étaient répartis un peu partout à travers le pays. Donc le second jour, le motif du report effectivement se justifie à travers bien entendu le refus de rentrer dans la salle avec ce qu'on appelle les smartphones. Bon, aujourd'hui nous sommes au 21e siècle et les téléphones et les smartphones, l'internet. Je reviendrai poser cette question au juge d'instruction tout à l'heure. Donc tout dépend de la justification, du fondement que les uns et les autres peuvent apporter. Donc c'est à la Cour
d'apporter bien entendu des éléments de réponse naturellement à ces motifs. Sinon, les motifs se justifient à travers les deux reports. Donc il faut certainement s'attendre, comme il l'a dit, on n'est pas rentré dans le fond du débat et on n'est pas rentré véritablement dans toutes les exceptions. Merci. Maître Mokhtar Mariko, vous êtes le président de l'Association malienne des droits d'auteur, vous êtes avocat également. Finalement, ces différents reports bénéficient à qui? À la défense ou à la partie civile? Ou à tous les deux? Non, je dis d'abord bonsoir à tout le monde, à Studio Tamani et à mon président Draman Diawa et à mon jeune confrère aussi, Maître Touré. Je dis que les différents renvois ont été débattus en salle et je pense que pour le moment, tout se passe dans la transparence la plus totale et que personne ne peut empêcher la défense de soulever les arguments qui lui paraissent nécessaires et importants et les solutions à donner qui peuvent aussi leur paraître nécessaires et importantes. Mais nous disons en tant qu'avocat de la partie civile d'abord qu'il faudrait aussi que ces différents moyens soulevés par la défense ne soient pas des moyens aussi dilatoires. Mais dans tous les cas, comme on n'est pas rentré dans le vif du sujet, le premier report par rapport à la consultation ou à la communication entre avocats de la défense et les accusés, bon, le jour de l'audience, nous avons dit notre point de vue en disant que effectivement, s'ils ne sont pas prêts, ils n'ont qu'à dire s'ils veulent un renvoi ou bien si c'est une suspension. Mais la Cour a tranché, on a renvoyé aux deux. Alors, pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est qu'un renvoi? Qu'est-ce que c'est qu'une suspension? Est-ce que l'un est plus long que l'autre? Bon, parce que nous pensons que la suspension ne dépasse pas souvent de 30 minutes, 1 heure de temps, et cela suppose qu'un accusé a un malaise ou bien il est fatigué, donc on peut comprendre la suspension dans ce sens. Mais ils ont d'abord dit suspension et ensuite ils ont invoqué un autre motif pour dire « Ah non, on n'a pas eu le temps de consulter nos clients, c'est dans l'impréparation totale que la session a été organisée. » Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont en train de se dérober, qu'ils n'ont pas envie que le procès se tienne? Bon, nous, de notre position, on avait compris comme ça qu'ils ne veulent pas que le procès se tienne. Mais quand ils ont développé les moyens, la Cour a tranché. Parce que nous aussi, nous ne voulons pas un procès bâclé. Nous voulons que ce procès soit un procès équitable et que la Cour puisse trancher et tous les moyens qui seront soulevés par la défense. Et ça, cela va nous mettre aussi à l'aise et cela va nous réconforter dans ce que nous cherchons, un procès équitable et transparent. Merci. Maître Abdraman Ben Mamata Touré, vous êtes avocat de l'un des accusés, vous êtes avocat du capitaine Konaré. Finalement, à qui bénéficient ces différents reports? Est-ce que c'est à vous ou c'est à la partie civile? Bonsoir à tout le monde, au président Draman, au professeur Guissé et à mon excellent confrère et grand frère Mokhtar de la MDH. Moi, pour répondre à votre question, je dirais simplement que ces différents reports profitent à la justice. Parce que le président Draman l'a rappelé tout à l'heure, les assises, c'est quelque chose de fondamental et très capital. Les enjeux sont très importants et les moyens à soulever sont énormes parce que la matière est très bien encadrée. Il y a beaucoup de règles de forme là-dedans. Lorsque vous regardez le cadre d'organisation de ce procès, les citations aux accusés à partir du 11 quand même novembre pour un procès des assises qui se tiennent le 30, moi je pense qu'en 19 jours, il est matériellement impossible d'organiser toutes ces choses-là de manière convenable. On aurait pu faire peut-être une mise en état, n'est-ce pas, en s'assurant que toutes les conditions vont être réunies. La question des témoins, elle est très fondamentale dans cette affaire. Que ce soit les témoins de la partie civile, il y a des militaires des deux côtés. Et nous savons qu'aujourd'hui, la guerre des bérets, elle est un peu tue, mais en réalité, il y a des réminiscences qui sont en bas. Et ces témoins qui vont venir maintenant, de quelle protection vont-ils bénéficier?
On a entendu des parents de certaines victimes dire qu'ils sont menacés. De l'autre côté également, pourquoi les témoins ne seront pas aussi menacés d'un côté ou de l'autre? Moi, je pense que c'est des situations suffisamment sérieuses, c'est des enjeux suffisamment importants pour qu'on puisse bâcler cela et aller vite à quoi? Nous, nos clients sont détenus pendant 3 ans. Nous ne pouvons pas avoir intérêt à ce que ce procès n'ait pas lieu. Nous nous sommes venus pour libérer nos clients, pour libérer les personnes qu'on pense être innocentes de cette affaire-là. Donc nous ne pouvons pas venir et qu'on nous dise que nous avons l'intention de reporter ce procès. Mon excellent confrère l'a dit tout à l'heure, c'est une perception. Mais je veux le rassurer que notre intention, c'est d'aller vers un procès juste, un procès équitable. Si vous regardez l'organisation de ce procès, on s'est plus préoccupé depuis l'organisation en amont par la formation des journalistes et en leur proposant même des primes pour les meilleurs articles. On aurait pu faire la même chose en ce qui concerne le substantiel. Sans les avocats, il n'y a pas de procès d'assises. On aurait pu organiser ça à travers une mise en état, mais tout ce qui a intéressé les autorités, principalement le département de la justice, c'est de créer un compte Facebook, c'est de donner l'exclusivité à 2 organes de presse, c'est de commettre, il paraît, une agence de communication pour l'organisation, c'est de donner une salle équipée avec Wi-Fi et ordinateur aux journalistes, pendant que les avocats se baladent. On n'a même pas de table sur lesquelles on met nos affaires. Nous sommes assis dans une salle de spectacle alors que nous ne sommes pas venus comme spectateurs, nous sommes venus pour travailler. Donc si on veut un procès équitable, on fait la mise en état sur le substantiel, pas sur le côté communication et pas sur le côté téléphone, enregistrement. C'est des combats inutiles qu'on nous a imposés dans le cadre de ce procès. Soit on est vraiment prêt, on crée toutes les conditions, on y va. Soit on n'est pas prêt, on reporte le procès. On a vu le procès de Hissène Habré à Dakar. Merci Maître Touré. On a eu toutes ces situations, on peut tirer exemple de ces choses-là. Donc la précipitation n'est pas une bonne chose. Merci Maître Touré, on va rester donc avec nous. Justement, Dramane Diarra, vous êtes magistrat. Pour cette question de téléphone dans la salle, est-ce que c'est normal justement que les avocats au moins ne puissent pas entrer avec leur téléphone dans la salle? Bon. Étant donné qu'ils jugent que c'est leur instrument de travail, hein, on l'a dit, c'est le 21e siècle, les gens ont besoin d'Internet pour avoir des données par moment. Bon, ça c'est des questions d'ordre pratique. Et c'est à la Cour d'apprécier. C'est encore une fois à la Cour d'apprécier. Et je ne sais pas, ce qui a été évoqué par rapport à cette question d'accès du téléphone dans la salle d'audience, on a parlé de questions de... C'est justifié? Des mesures sécuritaires. Non, ça c'est une appréciation qui n'appartient pas à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est chargé d'assurer la sécurité du procès. Et ça incombe principalement aux organisateurs. Et les organisateurs, de façon précise, c'est surtout le ministère public, le parquet général, qui organise. Donc, par rapport à cet état de fait, je crois que cette appréciation appartient à la Cour en définitive. Mais dans tous les cas, je crois que ce n'est qu'une question d'ordre matériel. Si le problème s'est posé, apparemment, il y a eu une compréhension autour de cette question-là. Et je crois que la question, si ce n'est pas dépassé, c'est en passe d'être dépassé. Et il n'y a pas lieu qu'on focalise le débat autour de ça. Ça, c'est des questions d'ordre matériel. Et il y a d'autres questions d'ordre matériel. Il y a mon homonyme Abdourahmane Ben Mamata qui en a fait cas. Ça, c'est le confort des avocats par rapport même au déroulement du procès. Ça, c'est des questions d'intendance qui peuvent aussi être améliorées. Mais les gens doivent savoir que les moyens n'appartiennent pas à la justice. C'est le gouvernement qui donne les moyens pour le procès. La cour d'appel dont émane la cour d'assises n'a pas un budget qui puisse lui permettre d'organiser des sessions d'assises. L'argent vient du gouvernement. Donc, il est vrai que par rapport à l'organisation matérielle, on voit des couacs, mais ça, c'est des questions qu'on peut facilement dépasser. Merci. On va prendre quelques secondes de pause. Nous reviendrons continuer cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Merci de rester connecté avec le Studio Tamani. Vous écoutez le grand dialogue. On parle du procès Sanogo. Pourquoi tant de reports? Ali Kola, vous êtes juriste. Est-ce que vous n'avez pas quelque peu l'impression que on va à ce procès pas suffisamment bien préparé?
Et je suis très content, très réjoui d'entendre les avocats de la défense et de la partie civile dire que pour le moment, il y a les règles de transparence qui sont respectées. Donc je pense que le procureur l'avait dit dès l'ouverture, que la justice malienne a suffisamment d'expérience après le procès du général Moussa Traoré pour juger... Et avant d'ailleurs, je pense qu'il y a eu, c'est le 4e procès du genre, deux sous le régime militaire et deux sous la démocratie. On a eu le procès donc je pense réellement qu'on pouvait quand même à temps, en amont, éviter bien entendu des problèmes d'organisation, surtout qu'il s'agit d'une assise et un procès qui se préparait depuis 3 ans. Donc 3 ans, ce n'est pas 3 semaines, ce n'est pas 3 mois. 3 ans, c'est 3 années consécutives. Donc on devait quand même prendre le temps nécessaire et matériel pour organiser ce procès. Donc vous avez l'impression qu'il n'est pas bien organisé? Bon, je dirais qu'il y a quelques couacs parce que depuis l'organisation, je sais qu'il y a certaines mesures restrictives qui se comprennent à travers, bien entendu, la problématique de la sécurité en République du Mali. Mais imaginez le premier jour, il y avait des gens qui sont arrivés à 4 h du matin sur le lieu du procès pour pouvoir rentrer, donc avec des badges. Le second jour, il y a certains qui n'ont pas obtempéré, ont amené des badges à la maison. On était obligé de changer des badges. Donc il y a quand même des problèmes techniques. Maintenant, sur les problèmes de droit et de procédure, et comme vous l'avez soulevé, le problème de smartphone. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information, il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec leur téléphone. Donc ces téléphones peuvent permettre de conserver naturellement des données qui peuvent en un clic faire ressortir ces données et travailler. Donc comme il a dit, toutes les demandes sont adressées à la Cour, donc il appartient à la Cour naturellement de donner une suite ou de ne pas donner une suite. Donc ces reports, c'est en fonction des demandes faites soit par la partie civile, soit par la défense, soit par le ministère public, parce que nul n'est censé ignorer que c'est le ministère public qui poursuit. Donc je pense que rien ne sert aujourd'hui de précipiter un tel procès, parce que le peuple malien attend ce procès depuis 3 ans et la communauté internationale a un œil sur ce procès. Donc je pense que rien ne sert aujourd'hui de se précipiter. Il faut que toutes les conditions soient réunies pour la manifestation de la vérité. Comme l'objectif c'est cela, un projet juste et équitable. Merci. Maître Mokhtar Mariko, est-ce que vous avez l'impression qu'on est allé à ce procès sans être suffisamment prêt? Bon, pour le moment, je ne saurais le dire. Il va falloir qu'on avance un peu dans le procès pour savoir si réellement il y a eu une préparation ou pas. Mais dans tous les cas, suite à l'incident du vendredi, je crois que le département de la justice ainsi que le parquet général ont déployé de gros moyens. Et maintenant, je crois que ce problème-là est dépassé, comme le disait Dramane Diarra. Donc, tous les départements ont une salle informatique avec le Wi-Fi. Nous avons une petite salle avec des ordinateurs. Il y a une salle avec imprimante. Je crois que pour le moment, le procès peut démarrer parce que toutes les installations ont été faites au profit des deux parties, avocats de la défense et avocats des parties civiles. D'accord. Donc, voilà. Merci, Maître Mariko. Maître Touré, quelle est votre impression justement sur la question de préparation avant d'aller à ce procès? Vous avez l'impression qu'il a été suffisamment bien préparé, ce procès? Bon, la réponse elle est évidente. Hein. Vous savez, sauf à se mentir, sinon tout le monde voit comment ça se passe. On l'a dit depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, presque une semaine, on est dans les questions logistiques et les questions purement matérielles. Donc sur ce point déjà, on a eu l'occasion de voir qu'il y a une préparation manifeste. La seconde phase maintenant, c'est le substantiel. On aura l'occasion d'en débattre demain. On va prouver qu'il y a beaucoup d'actes qui ont été posés, mais qui n'ont pas été dans les conditions requises. Donc, est-ce que vous êtes en train de nous dire que demain vous allez demander un autre report? Non, pas forcément. Nous allons simplement soulever tous les moyens qui peuvent aider nos clients dans le cadre de la régularisation des actes qui ne sont pas en forme. Comme on le dit de manière assez simple. Chaque fois qu'il y va de notre intérêt, si des actes ont été posés en dehors des règles quand même requises, il nous appartient maintenant de les soulever au mieux des intérêts quand même de nos clients. Nous ne pouvons pas rester là simplement en spectateur. Donc nous allons exiger vraiment le respect de tous les droits, et les droits également, ça passe dans un premier temps par le respect des règles procédurales. Et à ce niveau, nous avons beaucoup de choses à dire. On ne va pas faire le procès sur les radios, mais je vous dis simplement que nous avons beaucoup de moyens que nous allons soulever demain et la Cour appréciera.
Merci Maître Dramane Diarra, vous êtes magistrat. On voit que Sanogo et ses co-accusés sont poursuivis pour assassinat, séquestration, complicité d'assassinat. Est-ce qu'au cours de ce procès, d'autres charges peuvent se rajouter? C'est possible? C'est plutôt pour enlèvement, assassinat et complicité de ces infractions. Et naturellement, un procès, l'essence, surtout en matière de cour d'assises, des sessions d'assises, c'est ça, l'importance des débats, c'est cela. Parce que vous savez, la particularité de la cour d'assises, c'est surtout le fait qu'il y a des juges qui viennent de la société. Ils sont d'ailleurs majoritaires dans la composition de la cour. Donc c'est vrai, c'est des juges occasionnels, mais ils ont les mêmes voix que les magistrats. Donc c'est pourquoi le débat lors des audiences est extrêmement important. C'est pourquoi d'ailleurs aussi les témoins sont extrêmement importants. Donc finalement la conviction se fait à travers les débats. Et effectivement. Donc ce sont les juges qui sont là, qui vont délibérer, ce sont leur ultime conviction. La Cour aura à répondre à des questions précises, des questions qui peuvent déjà ressortir depuis l'arrêt de mise en accusation, mais il peut y avoir des questions ajoutées lors des débats. Donc à travers ces questions-là, effectivement, les débats peuvent amener d'autres infractions. C'est bien possible que dans une telle matière, ça puisse arriver. Merci. Alors ce genre de procès pourrait durer combien de temps éventuellement? On connaît le départ d'un procès d'assises, mais on ne connaît pas la date de la fin. Merci. Alors, certains voient déjà à Likola, certains voient déjà les 18 accusés déjà coupables. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y en a? Il y en a qui disent qu'il n'y a même pas la peine de faire un procès, les spéculations vont bon train. D'autres les voient déjà comme coupables. Ok, nous sommes dans un pays démocratique. Je crois que le Mali a une constitution du 25 février 1992. Le Mali a également souscrit à des engagements internationaux qui respectent les droits de l'homme. Donc il est clairement affirmé dans cette constitution du Mali que toute personne poursuivie est présumée innocente jusqu'à ce qu'une décision de justice s'ensuit. Donc ce qui signifie bien entendu, comme vous l'avez dit, c'est des personnes qui sont accusées. Il y a ce qu'on appelle un principe aujourd'hui, c'est un principe cardinal, un principe universel, c'est celui de la présomption d'innocence. Donc ils sont innocents. Ils sont présumés innocents jusqu'à la décision de la cour d'assises. Présumés innocents jusqu'à la décision de la cour d'assises. Comme monsieur le juge vient de le dire, effectivement, le procès est public, contradictoire. Donc, comme je l'ai dit dans un premier temps, c'est le procureur qui poursuit parce que dès l'instant qu'une infraction est commise, cette infraction cause des troubles à la société. Mais en même temps, cette infraction peut causer un dommage naturellement à une partie civile. Donc, à partir de là, il appartient au procureur de la République, représentant de la société, naturellement d'agir pour éviter naturellement dans l'avenir que la société ne soit pas troublée. Donc toute personne poursuivie est présumée innocente jusqu'à ce qu'une décision de justice s'ensuit. Donc à partir de là, il y aura des débats. Il y aura bien entendu les avocats de la défense qui vont utiliser les moyens de défense. Il y aura la partie civile qui a saisi la justice au même titre que le procureur de la République qui défend les intérêts de la société. Donc on ne peut pas se faire une idée à l'instant T avant, bien entendu, la fin de ces assises. Alors, certains nous ont dit que la partie civile et la défense auraient des vidéos. Je ne vais pas poser la question aux avocats, ça sinon on serait droit dans le procès. Mais juridiquement, on nous dit qu'un enregistrement audio ou une vidéo n'est pas forcément une preuve irréfutable. Donc, il est difficile et serait très prématuré de se prononcer sur la question. Je pense qu'il serait mieux, naturellement, d'attendre la fin de ces assises-là, parce qu'il s'agit naturellement d'un dossier très complexe qui est attendu tant par le peuple malien, mais également par la communauté internationale. Donc je pourrais d'ores et déjà même dire que c'est un dossier qui met à l'épreuve
la justice malienne, parce que c'est l'une des décisions, bien entendu, qui pourra compter pour l'histoire du Mali. Merci. Maître Mokhtar Mariko, vous êtes le secrétaire général vous êtes le président de l'Association malienne des droits de l'homme, également avocat de la partie civile. Est-ce que vous pensez que la justice sera indépendante dans ce procès? Déjà, vous avez vu le départ. Est-ce que vous pensez que la justice va être indépendante? Moi, je le pense. Et je pense que la justice va être indépendante jusqu'à la fin de ce procès. Parce que le temps a été déjà donné. Parce que si on se trouvait dans l'autre Mali, le Mali, les républiques qu'on a dépassées, ce genre de procès n'aurait même pas duré 3 jours. Parce que la politique allait s'y mêler et il allait y avoir rapidement une condamnation. Mais comme vous le savez... Il y a une dimension politique également de ce procès, non? Non, pas du tout. Il n'y a pas de dimension politique. Des infractions ont été précisées. Enlèvement, assassinat, complicité d'enlèvement. Je ne vois pas en quoi il y a le politique là-dedans. C'est des personnes qui ont été enlevées et qui sont portées disparues. Et ensuite, on a découvert leur corps dans un charnier. Bon, je n'aimerais pas faire un procès par voie de presse, mais dans tous les cas, moi, je ne vois aucune coloration politique dans ce dossier parce que les faits sont clairs et les faits reprochés aux présumés accusés sont effectivement très clairs. C'est à eux maintenant de se défendre et de nous dire qu'ils n'ont pas commis ces actes et de nous dire qu'ils n'étaient pas au courant et qu'ils n'ont jamais été impliqués dans ces actes-là. Et ça, comme le débat est public, l'opinion sera vraiment éclairée à travers ce débat. Sinon, je ne vois aucune coloration politique dans ce dossier. Et nous n'allons d'ailleurs pas le tolérer parce que nous avons dit, nous sommes défenseurs des droits humains, nous voulons au respect strict des droits de la défense et des droits de la partie civile. Donc, nous allons y veiller et à chaque fois qu'il y a un dérapage, nous allons le souligner. Nous, on n'est pas là pour envoyer des gens à la potence parce que le politique le voudrait. Non, c'est parce que c'est des faits qui leur sont reprochés et nous pensons que c'est des faits constants. Merci, Maître Mariko. Maître Abdraman Ben Mamata Touré, vous êtes avocat de l'un des accusés. Je ne sais pas, moi, comment un tribunal fonctionne très concrètement. Alors, est-ce que, par exemple, on n'aurait pas pu envisager une espèce de justice transitionnelle, justement, parce que ce procès, d'après ce qu'on nous a dit, soulève aussi quelques tensions sociales. On a d'ailleurs vu cette marche à Sikasso demandant la libération de Sanogo. Est-ce qu'il aurait été envisageable de passer par une espèce de justice traditionnelle où les gens auraient pu se comprendre, au lieu d'aller à la justice classique? Oui, une question assez très sensible qui relève pratiquement d'une opinion. Moi, j'ai mon opinion là-dessus. La justice transitionnelle, elle vaut ce qu'elle vaut. La justice classique également, elle vaut son pesant d'or. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est ce qui est reproché à mon client et c'est sur ce terrain que moi, je vais m'engager. Aller également faire des hypothèses par rapport à une autre alternative de justice, moi, ça va me faire sortir de mon cadre d'avocat de la défense dans ce dossier. Je pense qu'il faudrait mieux poser cette question aux analystes et aux autres spécialistes qui sont sur le plateau. Moi, en ce qui me concerne, c'est la défense vraiment des intérêts de mon client qui a été cadré dans cette procédure bien précise et tous les moyens que nous allons développer vont rester dans le cadre strict de ce procès. Et je peux vous assurer d'une seule chose, c'est qu'il y a quelque chose de fondamental qui est en train de naître à je suis encore très jeune dans la profession, mais je découvre que les avocats de la défense et de la partie civile, nous avons un combat qui est commun, c'est le combat des droits de la défense. Nous avons un combat qui est commun, c'est le combat du respect des règles de la procédure, quel que soit le positionnement. Cela a été dit à Sikasso, il y a des vérités qui n'ont pas de camp et il y a des situations dans lesquelles nous faisons cause commune quand il s'agira du droit, quand il s'agira également du respect des règles qui président à ces procédures. Ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental et je pense que les magistrats également rentreront dans la danse et nous allons évoluer vers un système où nous aurons ce que nous recherchons tous, c'est-à-dire une justice comprise et qu'on ne la soupçonne plus. Jusqu'à présent, la Cour a statué, elle a tranché et elle a tranché sur des questions de manière assez éclairée, de manière assez apaisante. Et je pense que si on continue sur cette voie,
on est en train vraiment d'aller vers la renaissance de ce qu'on appelle le nouveau système judiciaire malien, où nous avons tous confiance en cette institution déjà qui est très mal en point. Donc je vous dis simplement que dans le cadre de ce procès, nous, avocats de la défense, nous ne pensons pas, en tout cas, que ça va être politique. Maître Touré, une question très rapide avant la seconde pause. Loin de moi l'idée de faire le procès ici sur les antennes, mais est-ce que les accusés vont avoir une stratégie de défense commune? Ça, c'est une question qui relève de la stratégie également des avocats que je ne vais pas aborder sur les médias. Merci, maître. Quelques secondes de pause, nous reviendrons pour continuer cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Auditrices, auditeurs, restez donc connectés. Nous parlons du procès Sanogo. Pourquoi tant de report? Monsieur le juge Dramane Diarra, vous êtes magistrat. Alors, à propos de cette histoire de justice transitionnelle, est-ce qu'on n'aurait pas pu envisager, pour éviter toute tension sociale, justement, d'avoir une espèce de justice transitionnelle dans cette affaire-là? Vous savez, que la justice soit transitionnelle ou classique, la finalité, c'est de parer à l'impunité. Et il n'y a pas de paix, il n'y a pas de quiétude sans justice. Parce que certains accusent, ce que certains disent en fait, c'est qu'on a relâché des terroristes. Il y a aussi certains présumés terroristes qui sont en prison, qui ne sont pas jugés. Alors, oui. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je crois que quelqu'un l'a dit avant moi, que ce procès peut faire date dans l'histoire contemporaine du Mali. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ce procès qu'il va être désormais impensable de lever les pieds par rapport à des terroristes. Donc tout peut commencer par là. Et il est vrai qu'on a le droit de penser et même de dire qu'on a été laxiste à un moment donné par rapport à des faits extrêmement graves, mais à partir de ce procès, j'ose espérer que ça va être mené à bon port, et à partir de là, nous allons mettre véritablement un frein à l'impunité, et que ce soit par rapport aux dossiers qui sont en cours déjà, vous l'avez dit, il y a des gens qui sont peut-être dans la nature, mais qui ont des dossiers qui les concernent, et surtout par rapport à des faits qui seront poursuivis plus tard. Merci, maître. Alors, certains aussi nous ont dit que la CPI aurait peut-être été mieux pour juger Sanogo et ses co-accusés. Qu'est-ce que vous leur répondez? Non, il ne faut pas dire forcément que la CPI, le principe cardinal en matière de justice d'un pays par rapport à la CPI, c'est la subsidiarité. C'est quand le pays est incapable. Nous voyons en Côte d'Ivoire, et lorsque les Ivoiriens ne se sont pas sentis en mesure de faire le procès de Laurent Gbagbo, ils l'ont renvoyé devant la CPI. Mais il y a l'épouse de Laurent Gbagbo qui est là aujourd'hui devant les juridictions ivoiriennes. Donc ce procès a cours présentement. Et c'est le même cas chez nous. C'est pourquoi certains l'ont dit, la justice est à l'épreuve, mais nous pensons que jusque-là, la justice a fait preuve de beaucoup de sagacité, a fait preuve de beaucoup de mesures. Sinon, tout ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, que ce soit les suspensions, les renvois, tout ça est prévu dans les sessions d'assises. Et heureusement que jusque-là, les renvois ne sont pas à des sessions ultérieures. Les renvois sont juste dans le cadre de la même session. On a parlé également d'une session spéciale qui devait juger les accusés. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'en entend plus parler maintenant? Ces accusés? Non, c'est une session supplémentaire de la session, deuxième session de la cour d'assises. Donc c'est juste une session supplémentaire, en plus de la session qui a cours présentement au niveau de la cour d'assises de Bamako. Merci. Ali Kola, vous êtes juriste, professeur d'université. Qu'est-ce que les accusés risquent aujourd'hui à l'issue de ce procès? Et je pense que cette réponse appartient à la Cour, comme je l'ai dit dans un premier temps. Donc, c'est les débats, naturellement, la fin des débats, la manière dont le procès va se dérouler. Donc, comme vous le savez,
à la fin, c'est l'intime conviction du juge. Et surtout, ce qui est important, il y a 3 juges professionnels et naturellement 4 assesseurs qui suivent très bien, naturellement, le bon déroulement de ce procès. Et le dernier mot revient naturellement à la Cour. Merci. Maître Mokhtar Mariko, vous êtes avocat et défenseur des droits humains. Croyez-vous que c'est déjà une victoire pour les combattants des droits humains d'avoir déjà ce procès? Non, moi je dirais que c'est une victoire pour la justice malienne. Parce que sans justice, la paix qu'on est en train de rechercher, nous ne pourrons pas l'avoir. Donc je crois que ce procès est d'une importance capitale. Parce qu'on ne peut pas mettre des gens en prison pendant 3 ans et ne pas leur faire un procès. Donc je crois que c'est l'image de la justice malienne. C'est la justice malienne qui est à l'épreuve. Donc je pense que ce procès et son aboutissement ne sera qu'un plus pour la justice malienne et pour tous les Maliens. Alors, Maître Mariko, on parle aussi de bérets rouges qui auraient fait des victimes. D'ailleurs, certains accusés dans les rangs de ce corps de l'armée sont toujours inculpés. Est-ce que vous pensez qu'il y aura aussi un procès bérets rouges? Nous sommes en train de veiller à cela. Ce dossier se trouve au niveau de la chambre d'accusation. Il a d'ailleurs ordonné un supplément d'information. Il est très bien que vous me posez cette question parce que c'est là que les gens parlent du caractère politique du procès qu'on est en train de faire au président Zakir. Je dis loin s'en faut, tous les dossiers et toutes les institutions des parties civiles qui ont été faites dans ces différents dossiers. Je veux parler du dossier des bérets rouges qu'on est en train de juger maintenant. Je veux parler du dossier contre le colonel Abdina Guindo. Je veux aussi parler du dossier de la mutinerie du 30 septembre 2013. Tous ces dossiers sont en instruction et je pense que tous ces dossiers vont être jugés. Et nous sommes là pour rappeler chaque fois le département de la justice et le parquet général afin que des procès puissent se tenir dans ces différentes affaires. Sans cela, nous allons faire une justice de vainqueur. C'est ce qu'il faut éviter dans ce Mali en quête de réconciliation nationale. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ces différents dossiers. Que personne ne pense que le dossier des bérets rouges ne sera pas sur la table de jugement. Ce dossier va être jugé et tous les dossiers vont être jugés afin que la justice malienne puisse sortir grandie de toutes ces affaires. Merci, Maître Mariko. Maître Abdraman Ben Mamata Touré, dites-moi, est-ce qu'on peut affirmer d'ores et déjà que c'est un pari gagné pour la justice malienne? Oui, moi je pense que c'est un pari gagné pour la justice malienne parce que quand on parle de justice malienne, il ne faut pas oublier que nous autres aussi, avocats, nous sommes des acteurs de la justice. Donc une justice mal en point, c'est également notre réputation. Nous avons intérêt à ce qu'on ait une justice digne de ce nom dans notre pays parce que nous sommes acteurs de cette justice-là. Nous ne sommes plus occidentaux, mais bien sûr des acteurs de la justice. Donc ceci étant dit, maintenant, il faudrait également comprendre à travers ce genre de procès que dorénavant, les affaires judiciaires ne se passent plus simplement dans le prétoire. Les affaires judiciaires également, il y a une grande dimension qui est prise en compte par les médias. Et à ce niveau, les médias peuvent aider à construire ou à déconstruire l'image d'une personne dans l'opinion publique. En cela, il faut faire énormément attention. Et le risque, je l'ai dit dans l'émission précédente, c'est de voir simplement aux personnes qui sont accusées comme étant les auteurs du coup d'État. Ça, j'insiste là-dessus. On n'est pas dans l'affaire du coup d'État. Il y a eu une amnistie en ce qui concerne cette affaire. Nous sommes dans le cadre d'une affaire... Draman Diarra n'est pas d'accord avec. Draman Diarra. Voilà, donc nous sommes quand même dans le cadre d'assassinat, de complicité d'assassinat. Il y a des entreprises communes de criminalité qui sont envisagées. Il y a la responsabilité hiérarchique de certains qui sont mises en jeu. Donc il faut simplement comprendre que chaque fois que beaucoup de personnes sont accusées, en matière de procès, il faudrait qu'on établisse la responsabilité individuelle de tout un chacun. Parce que la responsabilité en matière pénale, elle est individuelle et la peine est personnelle. On ne peut pas condamner les gens de manière collective. Il faudrait qu'on puisse savoir qui a fait exactement quoi pour pouvoir condamner cette personne ou bien l'innocenter.
C'est en cela simplement que nous serons dans une justice équitable. Et revenant à la notion d'intime conviction que Guissé avait évoquée tout à l'heure, l'intime conviction, ce n'est pas de l'imagination fortuite. L'intime conviction, ce n'est pas simplement un préjugé. L'intime conviction, elle se base sur des éléments de fait. Elle se base sur des éléments de preuve qui sont débattus. Donc il faudrait que tous les éléments également qui vont être rapportés puissent être débattus de manière contradictoire. Alors, maître, aller dans l'intime conviction. Alors, une dernière question. Croyez-vous qu'à l'issue de ce procès, les uns et les autres sortiront satisfaits? Bon, en tout cas, en ce qui me concerne, nous, on sortirait satisfaits si, bien sûr, notre client est blanchi à l'issue de cette affaire. C'est notre travail, nous avons été embarqués pour cela. Et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Et nous avons suffisamment de moyens pour que notre client soit mis hors de cause. Merci. Alors, Dramane Diarra, vous êtes magistrat. Croyez-vous justement qu'à l'issue de ce procès, les uns et les autres sortiront? Surtout, est-ce que les Maliens sortiront justement satisfaits à l'issue de ce procès? Moi, je pense que la session est organisée pour ce état de fait, pour satisfaire ce besoin-là. Et que les Maliens soient satisfaits. C'est que les Maliens n'ont pas confiance en leur justice. Mais c'est ce qu'on a dit ici. Ça, c'est l'occasion pour la justice et pour tous les acteurs de la justice de démontrer qu'on ne doit pas perdre espoir de la justice malienne. Et je pense, j'espère que ce procès va être une illustration parfaite de cela. Et mon homonyme parlait tantôt de l'amnistie par rapport au coup d'État. Ah non, une loi d'amnistie ne peut pas tenir tête à la Constitution. Ce n'est pas possible. Donc, il n'est pas exclu que dans les mois à venir, dans les années à venir, on puisse assister à un procès par rapport au coup d'État. Alors, Dramane Diarra, rapidement dans les textes, on a parlé de mutinerie. L'Assemblée a amnistié la mutinerie, puisqu'on dit que techniquement, le président Amadou Toumani Touré a démissionné. Alors, continuez. Non, parce qu'on a dit, justement, on a essayé de trouver toutes sortes de terminologies pour ne pas parler de coup d'État. Alors qu'en réalité, on sait ce qui s'est passé. Au-delà de ça, et tout le monde doit faire attention par rapport à ce procès-là. Parce que les gens sont en train beaucoup de minimiser la session d'assises. Les gens encourent gros. Parce que il y a des comportements qui frisent les troubles à l'ordre public, je dirais même dans la salle, autour de la salle d'audience. Et il faut faire extrêmement attention. Tout le monde risque gros dans une session d'assises. Les populations et les témoins. Et même les accusés. Justement, une question à propos des témoins. Le juge dit que les témoins doivent comparaître obligatoirement, de gré ou de force. Oui, bien sûr. C'est comme ça la session d'assises. Parce que si vous êtes... Est-ce que c'est possible d'amener un Djonkouda Traoré Manu Militari? Mais parfaitement. Ou un Didier Dako? Parfaitement. Et même au-delà d'eux. Et vous savez, en cour d'assises, surtout les témoins qui sont avisés déjà qu'ils doivent comparaître, s'ils ne comparaissent pas, le président peut ordonner qu'ils soient amenés effectivement à aller faire leur déposition. Et même ceux-là aussi qui se refuseraient une fois sur place à déposer en cours des sanctions. Donc c'est pourquoi j'ai dit c'est extrêmement important. Les gens sont en train de banaliser, mais au lieu des assises, il peut y avoir beaucoup d'infractions qui peuvent être reprochées à X ou à Y par rapport à leur comportement. Une session d'assises, ce n'est pas un lieu d'amusement. Vous avez l'impression qu'on s'amuse un peu là-bas? Oui, parce que, vous savez, ce n'est pas pour rien que vous avez dit qu'il y a une connotation politique, parce que les gens pensent que c'est des lieux de manifestation et autres. Et non, il n'y a aucune espèce de trouble qui puisse entacher le déroulement du procès. Peut-être la justice est très patiente à présent, mais les gens doivent savoir qu'il faut faire énormément attention, y compris les accusés. Merci. Ali Kola, une question qui me vient de l'autre côté de la vitrine. Est-ce que les témoins risquent quelque chose? Est-ce qu'un témoin peut, par exemple, être mis en garde à vue ou quoi que ce soit? Un témoin, comme M. le juge l'a dit, peut être poursuivi pour faux témoignage. Exactement. Et c'est une infraction.
Et tout ce qui concourt à la manifestation de la volonté, et même s'il faut amener les témoins de force, naturellement en dépit de leur refus, ils le feront pour la manifestation de la volonté. De ce fait, nous l'avons dit, ce procès, tout le monde attend. Les Maliens attendent depuis 3 ans. La communauté internationale a un œil sur le Mali et c'est un tournant décisif, naturellement, dans la vie de la justice malienne. Toute dernière question de cette émission, est-ce que vous pensez que les témoins seront là demain? Les 48 heures me paraissent un peu très limitées, mais quand le procureur parlait... Surtout quand on voit que certains de ces témoins ont des obligations très très lourdes, comme le chef d'état-major, le général Didier Dako. Le procureur quand même était très rassurant. Donc, la justice prime, hein? La justice prime. La justice prime. Alors on est dans un pays quand même relativement difficile avec toutes ces questions de sécurité. Alors est-ce qu'on ne peut pas avoir une espèce de dérogation pour ces gens? Est-ce que certains de ces témoins peuvent être entendus, enregistrés et amenés par exemple devant Pas du tout. Il faut que tout le monde soit là. La justice est primordiale. Chérif Madane Aïdara, John Kounda Traoré et pour l'ambassadeur Koumaré, le général Koumaré. Il n'y a pas de qualité à faire prévaloir. Merci. Ceci met donc un terme à notre émission d'aujourd'hui. Cette émission qui a été réalisée par Ibrahim Aran Diallo. Elle a été mise en onde par Salim Djouara, régie vidéo Gagné Kanté. Merci à mes invités. À demain pour une autre émission. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.